Oui, je m'appelle Jonathan Tonon, donc je travaille au Théâtre de Liège. J'y fais plusieurs choses. D'une part, je suis responsable des projets européens, donc du coup, mon travail au jour le jour, c'est soit de développer des projets pour aller chercher des financements européens, soit lorsqu'ils sont acceptés, d'administrer les projets, de les organiser. Et plus concrètement, je travaille sur un projet en particulier qui est donc un projet financé par l'Europe qui s'appelle Impact. Et qui est un projet qui a pour ambition de faire la liaison entre les arts de la scène et les nouvelles technologies, pour le dire. Non, je suis pas un artiste. Je gère des artistes, je les accompagne dans leurs projets, je les produis ou les coproduis aussi, mais je ne suis pas un artiste. Donc je suis plutôt la liaison entre l'institution, le théâtre, et les artistes qui viennent proposer des projets. Et j'essaye, tant que faire se peut, de les accompagner dans la bonne direction pour qu'à un moment donné, on ait quelque chose à montrer au public. Donc ce qui est le plus important, c'est l'articulation fine entre les deux. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas utiliser la technologie pour la technologie et d'avoir un projet qui soit une démonstration technologique ostentatoire. C'est-à-dire qu'un projet ne peut fonctionner que s'il repose sur ces deux jambes. D'une part, effectivement, une bonne histoire et quelque chose à raconter, parce que c'est toujours l'enjeu, c'est de raconter quelque chose, même quand on est dans des projets qui ne reposent pas sur la parole, même en art chorégraphique, par exemple, la danse raconte quelque chose, ou en tout cas, on crée une émotion chez le spectateur qui fait qu'il est intégré et qu'il se sent concerné. Ça, c'est la première chose. Et puis après, quand on a l'ambition d'intégrer dans ce processus des technologies et des techniques, il faut le faire avec assez d'intelligence pour que ces techniques ne prennent pas le dessus sur le storytelling. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la technologie soit au service du storytelling et de l'émotion qu'elle va créer, plutôt que l'inverse. Sinon, on se retrouve face à des projets qui sont de la technologie, mais qui ne racontent rien. Je prends souvent cet exemple-là, notamment dans les arts numériques, dans les années 90, dans les années 2000. Il y a beaucoup de projets qui ont émergé comme ça, où c'était des simples installations, où la technologie fonctionnait pour elle-même. Par exemple, et quelques exemples comme ça, où on se retrouve face à un mur, une projection vidéo avec une caméra qui capte notre image, le projecteur reproduit notre image un peu pixelisée, et puis l'installation juste consiste en ça, c'est-à-dire une espèce de boucle, une boucle vidéo qui fait qu'on est enregistré et reprojeté, mais là-dedans, il n'y a pas d'art, si vous voulez. C'est plutôt que de l'art numérique, on est dans le cadre d'un numérique sans art. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'émotion. Et ça, c'est le problème et c'est le grand écueil des gens qui travaillent avec la technologie, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que quand ils ont développé un dispositif technologique, le projet est terminé. Or, le projet commence au moment où on a réfléchi à la question de la technologie et du dispositif qu'on voulait mettre en place. Le théâtre est une vraie question d'ordre même éthique et même, c'est vrai, finalement de définition du théâtre, puisqu'on se retrouve dans des dispositifs où l'être humain est évacué. Or, le théâtre, en effet, c'est ce qu'on appelle du spectacle vivant. En anglais, les Anglais disent performing arts, donc qui performe, un art performatif. Et c'est vrai que cette question de savoir que lorsque les robots nous auront remplacés et auront remplacé les acteurs, est-ce que ce sera toujours du théâtre ? J'ai tendance à dire que personnellement, le théâtre se situe au-delà de la présence physique des acteurs. On a pas mal de projets finalement qui reposent sur l'absence des acteurs. Il y a de plus en plus de projets qui reposent même sur une absence totale de corps à l'écran. Je prends l'exemple de ce projet de la compagnie irlandaise qui s'appelle Dead Center. C'est un projet qui s'appelle Beckett's Room, où ils ont reproduit l'appartement de Beckett. Et en fait, c'est un spectacle où il n'y a pas d'acteur. Dans l'appartement, vous allez voir des choses bouger, vous allez entendre une voix où on vous raconte quelque chose. Il y a des mécaniques qui font que des portes vont s'ouvrir, des miroirs vont se retourner, des projecteurs vont projeter des corps.
Mais il n'y a aucun acteur réel. Et pourtant, on est fondamentalement dans un espace théâtral qui est celui d'une fiction qui s'incarne dans un décor et qui s'incarne sur une scène. Je pense que finalement, à minima, le théâtre, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une fiction qui s'incarne dans un lieu, dans un espace et dans un décor, dans une scénographie. Alors, lorsque les acteurs sont des robots, les robots, d'une manière ou d'une autre, ils ne sont jamais que le reflet de ce qu'on a bien voulu leur faire. Finalement, derrière le robot, il y a des programmateurs, il y a des animateurs. Et donc, du coup, finalement, je trouve que le théâtre ne disparaît pas avec l'émergence des robots sur scène. Il se transforme, certes, mais il ne disparaît pas. C'est comme avec le cinéma d'animation. Si le cinéma devait nécessairement être fait d'acteurs réels, le cinéma d'animation serait considéré comme du non-cinéma finalement. Alors que finalement, il y a quand même toujours des acteurs réels derrière, ou en tout cas des animateurs, ou en tout cas des gens, des corps qui manipulent, qui créent ces images pour un public qui est lui aussi physique. Le problème, c'est pas tant que les acteurs disparaissent de la scène, c'est que les spectateurs disparaissent de la salle. Ça, ce serait plus problématique. Alors le théâtre existe quand même depuis la nuit des temps. C'est vrai qu'il a souvent été confronté à d'autres manières, à d'autres médias, à d'autres pratiques artistiques. Je pense qu'il est dans une situation de transformation. Très clairement, on voit dans le secteur du théâtre les choses changer. On a parlé tout à l'heure de performance filmique. On voit très très clairement que le cinéma a une vraie influence sur le théâtre depuis une vingtaine d'années. Que les manières de raconter des histoires au théâtre se font aussi avec une vraie influence du cinéma sur la dramaturgie, sur la caractérisation des spectateurs. On voit aussi que tout ce qui émerge aujourd'hui avec la série, le jeu sur la consommation en épisodes, etc., a aussi une influence. Donc je pense que tout ça forme une espèce de cercle qui communiquent et qui sont interdépendants. Le théâtre garde quand même cet avantage qu'il se fait dans un lieu réel en présence de personnes physiques. Et je pense que ça, rien d'autre que l'art théâtral ou l'art vivant ne peut provoquer cette émotion si singulière qui est de regarder une œuvre d'art qui se joue devant nous en direct par des personnes réelles. Et l'expérience est assez singulière, et en fait je prends souvent cet exemple-là, mais assez rarement finalement au cinéma on voit les gens se lever à la fin de la représentation et du film pour applaudir, parce que finalement ils n'applaudiraient qu'un écran. Mais quand vous allez au théâtre et que vous assistez à un spectacle qui est un bon spectacle, assez naturellement les spectateurs se lèvent pour applaudir. Parce qu'il y a cette coprésence, parce que les acteurs sont là, ont physiquement performé devant eux, et ça crée une émotion particulière que ne peut pas procurer ni la série, ni le cinéma. La série et le cinéma provoquent d'autres émotions, mais ça, c'est vraiment ce qui est propre au théâtre et ce qui ne peut pas être remplacé. On voit beaucoup aussi émerger des projets en réalité virtuelle en disant qu'on va pouvoir vivre le théâtre chez soi depuis son divan. On va mettre un casque de réalité virtuelle et on pourra aller voir une pièce de théâtre depuis son divan. Je pense que cette coprésence entre le plateau et les spectateurs est absolument irremplaçable, et c'est une expérience qui nécessairement pour laquelle les spectateurs ont une certaine appétence. En tout cas, quand on l'a vécu une fois ou deux, cette expérience de la salle de théâtre, avec cet aspect sonore un peu particulier, cette coprésence singulière, je pense qu'elle est vraiment particulière, qui fait que le théâtre, pour moi, ne disparaît pas. Après, il se transforme, ça c'est clair. Est-ce que l'art apporte quelque chose à la science ? Alors, il y a pas mal de projets qui émergent en effet à cette articulation-là entre l'art et la science, que les artistes peuvent apporter, en tout cas aux personnes qui développent des technologies, aux chercheurs, etc. C'est un regard un peu oblique par rapport à la recherche. Vous savez que des gens qui développent, que ce soit des chercheurs, des ingénieurs, etc., ont une vision
assez clair des choses qu'ils font. Ce que les artistes parfois leur amènent dans la collaboration, c'est une vision un peu parallèle. Parfois dire on pourrait utiliser cette technologie-là pour autre chose, on pourrait la détourner. Le propre de l'artiste, c'est de détourner ce qui existe, c'est de faire un usage autre que ce pourquoi la chose a été inventée. Et je pense qu'en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que l'on peut inventer sur cette pratique du détournement. La pratique du détournement, c'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Beaucoup d'artistes se sont orientés autour de ces pratiques-là. C'est ça qui est intéressant dans l'articulation art et science. Est-ce que l'art peut amener quelque chose à la science? Il lui amène peut-être d'une part une certaine réalité. Je pense parfois il y a des recherches qui prennent corps à travers l'art et qui permettent de toucher un public plus large aussi. C'est vrai que parfois il y a certaines recherches scientifiques, certaines technologies qui sont assez difficiles à intégrer ou en tout cas assez difficiles à comprendre, et l'artiste peut parfois amener ce regard qui permet au grand public de saisir la complexité d'une recherche scientifique ou d'une recherche technologique. Et donc ça, je pense que c'est aussi un des grands enjeux de cette relation art et science, c'est de travailler aussi à la... comment dire, pour le dire vite, à la vulgarisation de certaines recherches scientifiques. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a, que ce soit dans le secteur de l'art, de la production, de la création, et même finalement de la recherche, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est expérimenter et voir un maximum de choses et finalement ne faire rien d'autre que s'inspirer. S'inspirer, c'est pas copier, mais c'est voir ce qui est fait par d'autres, essayer de comprendre et essayer de comprendre aussi les potentialités de ce qui peut être fait. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'explorer un maximum ce qui existe autour de nous, non pas pour copier ce qui est fait, mais pour partir d'un point concret. Ne pas partir d'une page blanche. Et finalement, l'inspiration, elle est comme ça. C'est-à-dire que vous allez voir des projets artistiques dans les musées, dans les théâtres. Vous allez faire des expériences immersives, des escape rooms et un tas d'autres choses qui jouent avec ces objets multimédia. Et vous allez nourrir aussi votre connaissance de la chose. Vous allez nourrir vos références. Et un artiste ne peut émerger comme artiste que finalement sur les épaules des autres. C'est-à-dire que il ne peut émerger que sur base de ce qui a déjà été fait avant. Non pas pour copier, je le redis, ce qui a été fait avant, mais pour s'inspirer. S'inspirer, c'est pas dramatique, c'est pas de la copie, c'est simplement dire bah oui, on peut faire ça, et je voudrais raconter cette histoire-là avec ce dispositif-là qui est intéressant que j'ai vu là-bas, et peut-être en jonglant avec ça et ça et ça. Et je pense que finalement, on ne construit sa propre identité artistique et ses propres projets qu'en ayant vu un maximum d'autres. Si on est tout seul dans sa chambre sans rien voir et sans contact, c'est plus compliqué. Après, aujourd'hui, avec Internet, il y a moyen de voir pas mal de choses. Le problème, c'est qu'avec Internet, on est face à un problème d'abondance. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas par où commencer. Et donc, je pense que parfois, il faut revenir dans l'espace réel, aller voir des conférences, aller au musée, aller dans les théâtres, aller faire des expériences dans des festivals d'art ou de musique ou autres, pour essayer vraiment d'appréhender aussi tout ça de manière réelle et pas seulement par l'entremise de l'ordinateur. Et puis ça nous donne aussi des références et on avance comme ça et on se constitue aussi une espèce de bibliothèque mentale de références qui nous donne des clés aussi finalement.